On se demandait tous si Prigojine était encore vivant. On se demandait ce qu'il en était de ce fameux arrangement et s'il existait seulement un arrangement entre Vladimir Poutine et celui que Poutine lui-même avait qualifié de traître, même si c'était implicite. Et il avait indiqué un peu plus tôt qu'on pouvait tout pardonner sauf la traîtrise. Et bien voilà qu'on apprend que Prigojine a été reçu pendant 3 heures au Kremlin par Vladimir Poutine lui-même. Alors, comment faut-il comprendre cette rencontre ? Qu'est-ce que ça nous dit finalement sur l'état des forces dans le pays ? D'abord, les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quand et comment s'est déroulée cette rencontre et que se sont dit donc les deux hommes ? D'abord David, petit scoop, cette rencontre a été annoncée ici même, dans cette émission, par un certain Pierre Servant. Souvenez-vous, c'était le 27 juin dernier. Selon des éléments qui me remontent de Moscou, Prigojine serait encore à Saint-Pétersbourg. Elle ne serait pas en Biélorussie. Et pourquoi serait-il resté en Russie pour l'instant ? Parce qu'il essaierait de rencontrer Poutine dans la semaine. Bien, aujourd'hui, ce n'est plus une rumeur. C'est confirmé par le Kremlin lui-même. Dmitri Peskov, le porte-parole, l'a annoncé en personne en début d'après-midi. Le 29 juin, donc 5 jours après le coup de force avorté d'Evgueni Prigojine, ce dernier a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine lui-même. Le cadre d'abord, ce n'est pas un tête-à-tête, c'est une réunion avec de nombreux participants. Autour de la table, 35 personnes au total. Côté Kremlin, Vladimir Poutine bien sûr, mais aussi le chef de la garde nationale, Viktor Zolotov, et le chef du renseignement extérieur, Sergueï Narishkin. Côté Wagner, Evgueni Prigojine, avec autour de lui les principaux commandants et dirigeants de Wagner. Autre information, David, cette rencontre a duré 3 heures. Visiblement, il y avait beaucoup de choses à mettre sur la table. Alors, quel a été le contenu des discussions et surtout, bien sûr, de la tonalité des déclarations de Vladimir Poutine lui-même ? Eh bien, les seules informations dont on dispose pour l'instant, c'est toujours le Kremlin qui les donne via Peskov. Et voici ce qu'il dit. Le président a livré son évaluation des actions de Wagner au front pendant l'opération militaire spéciale en Ukraine. On peut donc penser qu'il est revenu en détail sur la conquête de Bakhmout, notamment dans laquelle les mérites de Wagner avaient été salués. Puis il ajoute, il a également donné son évaluation sur des événements du 24 juin, c'est-à-dire donc le jour de la marche de Wagner vers Moscou. Et là, on imagine, David, que sa parole a peut-être été beaucoup moins cordiale. Puis Peskov affirme que les combattants Wagner se sont défendus, ont redit à Vladimir Poutine leur loyauté. Ils ont présenté leur version des faits, raconte Dmitri Peskov, qui précise quelle est cette version selon Evgueni Prigojine. En clair, la mutinerie ne visait pas à renverser le gouvernement russe ou Vladimir Poutine, mais à traduire en justice les chefs de l'armée et de la défense pour ce qu'il a appelé leurs bévues, leurs actions non professionnelles en Ukraine. Et Peskov ajoute, les commandants de Wagner donc, ont souligné qu'ils sont de fervents partisans et soldats du chef de l'État et commandant en chef et qu'ils sont prêts à continuer à se battre pour leur patrie. Comment a réagi Vladimir Poutine ? Toujours selon le porte-parole, il a écouté attentivement leurs explications et leur a proposé, je cite, des alternatives pour leur travail futur et leur emploi à des fins militaires. Est-ce à ce moment-là que Poutine leur laisse le choix entre rejoindre l'armée régulière, arrêter toute activité de combat ou rester chez Wagner, mais aller en Biélorussie ? Ça n'est pas précisé. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une forme d'absolution de Vladimir Poutine envers le chef de Wagner ? C'est ce qui paraît implicite dans ces déclarations de Dmitri Peskov. Rappelons tout de même quelques éléments. Les poursuites ont été officiellement abandonnées contre Prigojine. L'argent saisi à son domicile, tout comme ses fastueuses propriétés, ont été exhibés à la télévision. Mais l'argent lui a été rendu et ses propriétés n'ont pas été saisies. Enfin, Evgueni Prigojine reste obstinément silencieux. Depuis le 24 juin, il n'a pris la parole qu'une seule fois, 40 secondes, lundi dernier, et la milice Wagner semble avoir cessé ses activités sur le sol russe. Bref, il y a, David, ce qui ressemble à un arrangement que vient confirmer justement cette rencontre. Merci Fanny. D'abord, tout simplement, est-ce que vous n'êtes pas sidéré par l'existence de cette rencontre ? Il faut rappeler ce que disait Vladimir Poutine au moment même où le lendemain matin de cette tentative de putsch avortée, quand il disait « le péril est comparable à celui de 1917 », on a là une traîtrise, un coup de poignard dans le dos. Et voilà que 5 jours après, il reçoit Prigojine, verra.
Si, je suis très sidérée. J'étais la première de réagir le 27 juin quand on a discuté avec Pierre Servan ici sur le plateau que c'est peu imaginable que Poutine puisse rencontrer Prigojine. Donc j'avoue que c'était tellement... Le fait même de le rencontrer. Exactement, parce que de point de vue russe, moi en tant que russe, de la société russe, mais aussi des élites russes, après tout ce qu'a dit Poutine publiquement par rapport à Prigojine, le matin du samedi de 24 juin, quand il a nommé en traître, quand elle a parlé de trahison, quand effectivement elle a fait référence à 1917, quand l'Empire russe s'est effondré après le coup d'État bolchevique. Donc c'est tellement étonnant de voir que quand même ils peuvent se rencontrer. Donc bien sûr que ça nécessite une explication. Bon, on ne connaît pas tous les éléments. Apparemment quand même Prigojine a des leviers pour avoir la possibilité de rencontrer Poutine personnellement après ses paroles. Après ce que je me demande, ce qui est étonnant aussi pour moi, après cette même rencontre, mais c'est le fait qu'ils ont avoué, ils ont reconnu que cette rencontre avait eu lieu. Ils auraient pu en fait nier, comme il le nie plusieurs faits dont nous sommes sûrs. Donc ça nous dit aussi quelque chose, et j'ai une petite explication pour ça, parce que depuis la mutinerie du 24 juin, j'ai observé qu'il y avait une division assez grave dans le camp pro-guerre, dans le camp de soutien de Poutine, parce que la moitié soutenait Prigojine, était en faveur de ses actions, considérait que c'était juste, et l'autre moitié considérait que c'était une trahison, etc. Et depuis, il y avait une vraie division qui est très mauvaise pour le soutien public de Poutine. Vous voulez dire que Poutine n'aurait pas pu, sous peine de diviser ses propres soutiens, n'aurait pas pu sanctionner Prigojine comme tout le monde imaginait qu'il allait le faire, puisque celui-ci a représenté le principal défi à son autorité depuis qu'il est au pouvoir. Je crois que le soutien public que le groupe de Wagner a pu avoir dans la société russe aussi, mais surtout dans les milieux des 1000 blogueurs, dans les milieux pro-guerre, il était très considérable. Il a nié juste aller, par exemple, éliminer Prigojine, si Poutine avait cette possibilité, ou complètement par exemple, envoyer au tribunal. Ça aurait pu être peut-être plus destructif et plus négatif pour Poutine et pour le soutien de la guerre qu'il cherche quand même dans la société russe. Tout de même, lorsqu'on apprend ça, Yves Doutrillo, est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse d'un Vladimir Poutine qu'on n'imaginait jamais faire ce genre de choses, recevoir 5 jours après celui qui l'a défié? David, vous posiez la question, est-ce que vous avez été surpris? Alors, moi, je vous dirais, très modestement, mais que depuis 6 mois qu'on parle de Prigojine, franchement, rien ne me surprend. Et on m'aurait dit Prigojine a disparu, il a été assassiné, j'aurais pas été davantage surpris. Ce que je veux dire, c'est que j'admire aussi le travail du porte-parole, M. Peskov, moi qui étais porte-parole pendant quelques années. Voilà, il explique ce qu'a dit Poutine, ce qu'ont dit Wagner et tous ses chefs, ce qu'a répondu Poutine. Voilà, vraiment un communiqué très complet, quand même assez complet, et peut-être d'ailleurs que c'est pas complètement indépendant de la vérité, puisqu'après tout, quand on donne la parole à Poutine et qu'il explique, il y aura les soldats qui vont entrer dans l'armée, c'est ce qu'il avait dit bien avant. D'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette fameuse marche pour la liberté, parce que Wagner ne voulait pas que ses troupes aillent, à partir du 1er juillet, être réintégrées dans l'armée officielle. Et puis, pour les autres, peut-être, et pour répondre à votre question, peut-être que Poutine a encore besoin de ce système Wagner. Est-ce qu'il va être débaptisé ou pas? On en parlait avec Vera, peut-être qu'ils vont changer de nom, mais ils ont quand même besoin de tous ces actifs en Afrique, actifs de sécurité, actifs économiques, actifs en matière de désinformation et de machine à troll. Donc tout ça, c'est utile. Pourquoi est-ce que Poutine s'en passerait? Alors c'est vrai que c'est choquant. Poutine s'en passerait, mais le message implicite qu'on peut retenir, parce que Peskov, quand il décrit cette réunion, il la décrit comme une rencontre cordiale. Une rencontre où des analyses sont échangées, des points de vue sont échangés. On a oublié la trahison. Vous avez tout à fait raison. On a oublié la trahison. Le péril pour l'État russe. Sauf que la messe n'est peut-être pas complètement dite. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, la vengeance se mange comme un plat froid. Oui. Donc c'est peut-être pas dans les 3 jours, mais qui vous dit que Prigojine sera encore en vie dans un an Mais le seul fait, comme disait Vera, que le Kremlin fasse état de cette rencontre, est-ce que ça n'est pas le message défier Poutine ouvertement
Et il vous recevra 5 jours après au Kremlin. Ouais, alors le feuilleton Prigojine, ça me rappelle le feuilleton Dallas, vous savez. Il y a un peu de ça. Ce monde terrible, etc., etc. Ça me rappelle, quand j'entends ça, j'entends la musique. Son univers de Dallas. impitoyable. Je ne sais pas si les spectateurs se souviennent de ce feuilleton, mais c'est un peu ça. Chapeau de cow-boy. Et les autres points que je relève, c'est d'abord, moi je trouve la faiblesse de Poutine dans cet exercice-là, pour 2 raisons. Vis-à-vis de Prigojine et vis-à-vis de Wagner, globalement. S'il y a les chefs de Wagner autour, c'est qu'il a besoin de Wagner. Alors, on a bien vu qu'il y aurait pu Wagner, force constituée en Ukraine, mais ça ne veut pas dire que les différents chefs ne vont pas s'intégrer à des bataillons, des brigades, ou etc. etc. Donc, Oui, mais Dominique, Prigojine lui-même. Alors, Prigojine lui-même. Lui-même reçu au Kremlin. Je séparais Prigojine des autres. Pourquoi ? Parce que je pense que le rapport Prigojine-Poutine, ça doit être... Poutine doit lui dire « passe-moi les fiches que tu as sur moi ». Quoi. Et l'autre doit lui dire il sait très bien qu'à terme, sa vie est en danger. Et que donc, s'il a des dossiers, ils sont à l'abri quelque part avec... une façon de tenir en haleine Poutine. Donc je dissocie les deux. Il y avait tant de monde dans cette affaire-là, c'est parce qu'il n'y a pas que l'affaire de Prigojine. Il y a aussi, qu'est-ce que je fais de tous ces gars-là, et je cherche à les convaincre, et eux, naturellement, la main sur le cœur, nous sommes de bons soldats au service de la Russie, etc. Bon ben, prouvez-le, rejoignez, faites ceci, faites cela. Mais je sépare un peu les deux, parce que je pense que c'est un peu ce que Poutine cherche à faire, à séparer Prigojine de ses ouailles, de façon à pouvoir récupérer des éléments de Wagner dont il a besoin en Afrique, dans la communication, dans différents trucs. Mais il reste le mystère Prigojine. C'est-à-dire, au bout du compte, moi je suis un peu comme vous, hein, on m'aurait annoncé n'importe quoi, j'aurais dit, bon, bah, ouais, il a été tué, il n'a pas été tué, il est reparti dans sa villa. Il a été manger des petits fours au Kremlin. Voilà, mais à terme, je pense qu'il y a quand même un sujet qui sera... La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, je pense. Bon. En attendant, donc il y a bien eu négociation de toute évidence, Romain. Il y a bien eu négociation. Il y a bien visiblement deal, comme diraient les Anglais. Je vais vous décevoir, David, j'en sais rien. Dimitri Peskov, il y a une semaine, il disait exactement le contraire. Dimitri Peskov, il ne faut pas perdre de vue ce que c'est. Ce n'est pas quelqu'un qui donne des informations, c'est une arme. Dimitri Peskov, c'est le porte-parole du Kremlin et son rôle, c'est de distribuer régulièrement des éléments pour que les médias occidentaux, parce qu'il s'adresse aux médias occidentaux, puissent discuter, commenter, essayer d'analyser, etc. Et là où c'est intéressant dans la manière dont il manœuvre, parce que ceci est une manœuvre, c'est qu'il donne des éléments suffisamment précis pour que nous tous, journalistes, chercheurs, analystes, on essaye de décrypter. Par exemple, il nous donne un chiffre. Il y avait 35 personnes présentes. Et donc tout le monde est en train d'essayer de savoir, mais qui pouvaient être les 35 autour de Poutine ? Le fait est qu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se négocie entre Prigojine et Poutine. Ce que l'on sait, mais quel est l'intérêt, pardon Romain, pour savoir où vous voulez en venir, quel serait l'intérêt du Kremlin de donner cette information, même s'il s'agissait de... même s'il était à destination de l'Occident ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve encore une fois avec des acteurs qui se disputent entre eux, qui se font concurrence, qui se prennent la tête, et à la fin, tout le monde est d'accord avec Poutine, tout le monde soutient Poutine, et surtout, Poutine a ramené de l'ordre. À quoi a servi Wagner pendant des années ? Wagner a servi à mener des actions en marge de l'État russe que l'État russe ne voulait pas assumer officiellement. Manipulation d'informations pour déstabiliser des campagnes électorales à l'étranger, groupe de mercenaires en Afrique et en Ukraine, mobilisation de forces jusqu'à des dizaines de milliers de prisonniers transformés en soldats du jour au lendemain ces derniers mois. Et ça, l'État russe ne voulait pas l'assumer. Wagner, ça servait à ça. Et aujourd'hui, effectivement, le rôle de Wagner, il devient un peu moins utile puisque, de toute façon, ce jeu de dupes ne sert à rien. Le Kremlin n'en a plus besoin. Et la plupart des activités de Wagner, aujourd'hui, l'État russe l'assume parfaitement. La désinformation et les forces tirées dans les prisons, aujourd'hui, l'État russe l'assume officiellement. Il reste une chose, c'est les groupes de mercenaires en Afrique. Voilà, mais raison de plus pour se demander pourquoi Poutine a ressenti le besoin de recevoir Prigojine. Parce que Prigojine on me plante un coup de poignard dans le dos, on me plante un coup de poignard dans le dos, et 5 jours après, je reçois celui qui a fait... Prigojine a toujours été infidèle,
et Poutine a toujours été fidèle envers ses fidèles. Depuis le début de ses activités, ce sont les mêmes qui sont autour de lui. Le premier cercle, ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et Prigojine, il est là depuis fidèle toujours. le 24 juin quand il a marché sur Moscou. Alors là, je ne sais pas dans ce rapport de force ce que faisait Prigojine et ce qu'il essayait de faire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'essayait pas de lutter contre Poutine. Ce qu'il essayait, c'est de sauver ses affaires. Alors l'argument de « j'essayais de faire justice, etc. » d'emmener les militaires devant le tribunal, c'est faux. Ce qu'il essaye de faire depuis des semaines avec le chantage qu'il a mis en place, d'abord en disant on va quitter l'Ukraine pour aller en Afrique, puis en lançant quelques troupes vers Moscou, c'est de dire je veux sauver mon business, je veux sauver mes affaires. Je rappelle quand même un truc au passage qu'on a tendance à chaque fois à oublier, parce que là tout est bien qui finit bien vu du sommet du Kremlin. Il y a quand même 15 à 25 soldats russes qui ont été tués par les hommes de Wagner dans ces opérations, plusieurs aéronefs détruits. Et effectivement, Poutine, juge de paix, met fin à tout ça, fin du spectacle, fin de la récré, et tout le monde revient dans le rang, patriote, fidèle à la mère Russie. Notre surprise, en fait, de voir tout ça, c'est qu'on a l'impression, on croit traiter avec un État, mais on traite avec la mafia. Donc les règles qu'on applique à un État ne sont pas celles qu'on a l'habitude d'avoir. C'est la mafia. On règle le problème dans la famille, en réunissant tout le monde et en réglant le problème comme ça. Vous voulez dire que ce sont des rapports de force et que ce rapport de force n'est peut-être pas si favorable à Poutine, je voulais dire on aussi, peut avoir tendance à l'imaginer. Probablement. Dans le même sens que Romain, il disait oui, ça s'adresse à l'opinion occidentale, au journalisme, bon, également évidemment aux Russes qui ont entendu le discours du fameux samedi sur le coup de poignard dans le dos. Mais vis-à-vis des Occidentaux, souvenez-vous des commentaires fissures, failles, autant à Washington que dans beaucoup de capitales européennes. Alors là, Peskov veut peut-être dire, mais vous voyez, tout est parfaitement sous contrôle, tout le monde est fasciné par le président Poutine et puis personne ne conteste le président Poutine. Voilà, vous êtes excité il y a 15 jours en expliquant qu'il y avait des fissures. Non, je suis le maître des horloges, tout va bien. Je sais pardonner. C'est peut-être ce discours qu'on veut promouvoir, mais encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose à terme, parce qu'il peut y avoir des rebondissements. Donc Vera, vous qui connaissez parfaitement évidemment la société russe, pour y avoir vécu l'essentiel de votre vie, face à cela, est-ce que les Russes se disent ce Poutine n'est plus un homme fort, c'est un homme faible, celui qui le poignarde dans le dos, il le reçoit 5 jours après, et il discute avec lui, il l'invite à prendre le thé, ou bien est-ce qu'ils se disent mais ce Poutine, il sait réunir son camp, il sait fédérer, il sait passer l'éponge. Effectivement, depuis le début de cette mutinerie, je surveillais attentivement les réactions des gens, notamment ceux qui sont très pro-Poutine, ceux qui sont très pro-guerre et ceux qui sont aussi pro-Prigojine, parce que souvent c'était en fait des mêmes personnes. Donc je voyais qu'au début, ils étaient assez perdus, ils ne croyaient pas. Et jusqu'à l'allocution de Poutine de samedi matin, ils n'y croyaient pas. Mais au moment quand Poutine a annoncé que c'était vrai, il a nommé le traître, il a utilisé les mots très très durs en fait, après lesquels il faut envoyer en prison quand même en traître. Après, ils étaient sidérés, ils se sont dit bon, si le président le dit, ça veut dire que c'est vrai, donc il y a un vrai problème. Et depuis, effectivement, je surveillais encore quel était le débat parmi les 1000 blogueurs, par exemple, les gens en général qui soutiennent Poutine, et je voyais qu'ils étaient assez perdus. C'était ça mon constat, parce que d'un côté, ils ont vu qu'il y avait une vraie mutinerie. Poutine a dit par sa propre bouche que c'est un traître. Après quelques jours, l'affaire était finie. Quelques négociations après cette rencontre. À mon avis, c'est pas du tout, bien sûr, renforcer l'image de Poutine. Malgré tout ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de cacher, bien sûr, ils essaient de restituer un peu l'image de Poutine, mais ça fonctionne pas, parce qu'on a vu les faits, on a vu les tanks qui sont allés vers Moscou, qui n'étaient pas arrêtés, on a vu des pilotes qui étaient abattus, à peu près 20 personnes. D'ailleurs, le questionnement que j'ai lu chez 1000 blogueurs russes ce matin, c'était, d'accord, Poutine a rencontré Prigojine, c'est intéressant, mais pourquoi elle n'a pas rencontré les familles de ces pilotes qui sont morts? Ça veut dire que ça ne compte pas. Ça veut dire qu'on peut comme ça pardonner facilement une mutinerie, le fait de tuer les militaires professionnels russes. Donc ça, à mon avis, l'effet le plus grave de cette situation avec Prigojine, c'est que si avant le camp pro-guerre en Russie, le groupe de soutien de Poutine et de guerre était assez consolidé, était assez en fait sûr dans tout ce qui se passait, dans le pouvoir. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils doutent en Poutine, ils sont assez perdus en général. Ils savent plus qui écouter, à qui faire confiance et à qui
qui finalement est le traître et qui non. Donc à mon avis, ça va avoir un impact assez important sur la politique russe en général. Bon, et je signale d'un mot que les deux hommes dont Prigojine voulait la peau, c'est-à-dire Shoigu, le ministre de la Défense, on l'a découvert il y a quelques jours en image en train de présider une sorte de conseil de guerre, et Gerasimov, le chef d'état-major, est responsable de la guerre en Ukraine, dont on n'avait plus trace depuis plusieurs mois, bien avant le 24 juin. Le voilà qui réapparaît aussi lors d'une réunion où il fait le point sur les bombardements, les cibles à faire. Non, Gerasimov n'est pas viré. Non, Gerasimov n'est pas démissionné comme l'aurait souhaité Prigojine. Gerasimov est toujours là. C'est le ministère de la Défense russe qui publie ces images. Donc voilà pour cette, entre guillemets, cette mise au point. Les hommes dont Prigojine voulait la mort politique sont toujours là. Voilà aussi le message qui accompagne le dévoilement de cette rencontre. Ce sont aussi des fidèles et on ne sait pas vraiment, comme Prigojine, mais dans un autre ordre d'idée, et on ne sait pas par qui il est remplacé.